deux d'affilée. Donc, je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur advocate pour AWS. Vous me trouvez sur les réseaux sociaux, Sebsto en général, sur Twitter, sur LinkedIn. Et merci de m'avoir invité. Merci d'être là ce soir pendant l'heure et demie qui vient. On va parler de design pattern pour le cloud. Donc, ce sont des points d'architecture que vous pouvez adopter dans vos applications pour rendre vos applications plus résilientes aux pannes, parce que vous savez, les pannes, ça arrive tout le temps, ça n'arrive pas que dans le cloud, ça arrive on-prem également. Alors, il y aura très peu de choses qui sont spécifiques à AWS dans ce talk, ça tombe bien, puisque je suis au GDG, donc je ne vais pas trop parler AWS, un tout petit peu au début, mais je suppose que vous allez retrouver des familiarités avec d'autres fournisseurs de cloud également, et un tout petit peu à la fin, parce qu'on lance un nouveau service justement qui va pouvoir vous aider à tester la résilience et la disponibilité de vos applications. Et j'ai une petite démo en vidéo de ce service-là. On n'est pas beaucoup, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je regarde, j'ai un œil sur le chat également là à droite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Pour info, juste, il y a une session questions-réponses, donc n'hésitez pas. Hop, je vais la démarrer. Voilà, donc il y a une session questions-réponses à côté du chat général, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, on pourra les reprendre à la fin avec Sébastien. Un bon moyen d'introduire mon sujet, c'est de vous montrer cette petite vidéo. Et vous voyez ce monsieur qui veut traverser. Peut-être que vous avez déjà vu cette vidéo. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Le point ici, c'est que quand vous concevez un système, vous pensez à votre système, il y a toujours un événement perturbateur différent, quelque chose auquel vous n'avez pas pensé qui va arriver. Et au plus le système est grand et complexe, au plus la probabilité que cet événement arrive est grande. Ici, évidemment. Et ces événements, aussi petits et infimes soient-ils, ont souvent des répercussions en cascade qui font que votre système va se retrouver à plat. C'est mon moment préféré dans la vidéo, c'est quand le pauvre monsieur essaye de redresser la barrière et de réparer ce qu'il a fait. Construire des systèmes distribués, c'est dur, et tous vos systèmes aujourd'hui sont distribués, puisque vous avez une base de données, un application server, un web server, vous faites du big data, vous avez plusieurs nœuds, vous avez différents systèmes pour stocker vos données. Donc, vous construisez des systèmes distribués. Construire des systèmes distribués, c'est dur, et notre CTO, Werner Vogels, n'arrête pas de le répéter. Everything will fail eventually. Tout va foirer à un moment ou l'autre. C'est une question de temps. Attendez, vous êtes certain qu'il y aura une panne. Ça peut être une panne évidemment dans vos applications, un cas que vous n'aviez pas prévu, un utilisateur qui utilise l'application différemment ou qui envoie des données qui sont un peu différentes de ce que vous aviez prévu. Et puis ça peut être une panne sur laquelle vous n'avez aucune responsabilité, qui est une panne de votre provider. On opère à une telle taille chez AWS que des pannes, on en a tous les jours. La plupart, vous ne les remarquez même pas. Parfois, malheureusement, il y a des pannes qui se voient. C'est arrivé en novembre, notamment l'année passée, ou en octobre, et il y a une partie d'Internet qui disparaît avec nous, en tout cas dans une région. Il y a moyen d'architecturer vos systèmes et vos applications pour ne pas être sensible aux pannes, quelles qu'elles viennent de chez nous ou qu'elles viennent de chez vous. Nous avons eu ce qu'on appelle un large scale event, on a eu une panne au mois de novembre ou d'octobre. Certains services étaient down chez nous, certains de nos clients ont été down aussi malheureusement, et on s'en excuse, mais certains clients qui utilisaient la même infrastructure, la même région, les mêmes services, ils n'ont pas de passe-droit, eux, ils continuaient de fonctionner tout à fait normalement. Je prends pour exemple évidemment Amazon.com, le site de retail, ou Netflix par exemple, qui n'a pas souffert de cette panne-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des architectures résilientes, des architectures qui sont capables de fonctionner peut-être en mode dégradé, mais de fonctionner quand même en cas de panne. Donc la résilience, c'est vraiment la capacité pour un système de continuer à fonctionner dans des situations exceptionnelles, différentes, et éventuellement même récupérer après quand la situation redevient normale. Fonctionner en mode dégradé, le partial failure mode, comme ce monsieur qui change un pneu sur une voiture sans s'arrêter. Évidemment, on est en mode dégradé. Voilà le pneu de rechange qui arrive.
Et vos applications, elles peuvent faire ça. Vos systèmes, ils peuvent faire ça, peut-être un peu moins casse-gueule, mais il y a moyen de concevoir des applications pour ça. On ne conçoit plus des applications au XXIe siècle comme on concevait un client-serveur avec Power Builder et Oracle dans les années 90 pour les moins jeunes d'entre vous. Évidemment, il faut de l'infrastructure qui soit résiliente, il faut que votre réseau, que vos données soient résilientes, que vos applications soient résilientes et que les gens soient résilients aussi. Il y a vraiment une dimension d'éducation et de training des gens pour adopter les bonnes habitudes ou les bons réflexes en cas de panne. Alors aujourd'hui, on va parler surtout applications, ce que vous pouvez faire dans vos applications. Et donc, je vais parler de différentes design patterns, et le premier, c'est la distribution géographique. C'est difficile à faire si vous êtes dans un data center privé, mais si vous êtes dans le cloud, et tous les clouds sont présents dans plusieurs régions géographiques. Ça, c'est pour AWS. Si vous regardez Google ou Microsoft, vous aurez des cartes similaires. Chez nous, on a 24, je crois, régions où vous pouvez choisir de déployer vos données. Il y a plusieurs raisons de déployer dans plusieurs régions. Il peut y avoir des raisons de compliance, il peut y avoir des raisons de latence, mettre vos applications et vos données au plus proche de vos utilisateurs. Si vous avez un gros bassin d'utilisateurs en Afrique du Sud, c'est normal de déployer votre infrastructure à Cape Town, mais aussi pour des raisons de haute disponibilité. Vous pouvez répartir votre infrastructure de manière à ce que l'appli qui est déployée en Europe serve les clients en Europe, l'appli qui est déployée aux États-Unis ou en Amérique du Nord serve les clients là-bas, et synchroniser le minimum de données entre les deux continents pour que l'application puisse continuer de fonctionner. Si jamais quelque chose tombe en Europe, eh ben, au moins il n'y aura que les clients européens qui seront impactés et pas nécessairement le reste de vos clients dans le monde. Alors évidemment, c'est peut-être déjà de trop, et donc vous pouvez même au sein de l'Europe aller encore raffiner et déployer sur plusieurs régions en Europe. Dans une région, vous allez retrouver ce qu'on appelle des zones de disponibilité, et c'est un concept super important sur AWS. Je connais pas, je sais pas, j'ai pas jamais eu le temps de regarder les autres cloud providers. Je suppose qu'ils ont des concepts similaires, mais une zone de disponibilité chez nous, c'est un groupe de bâtiments, un groupe de data centers qui sont fortement interconnectés les uns avec les autres. Alors il y a au minimum 3 zones de disponibilité dans chaque région. Dans les plus grandes régions, comme la côte est des États-Unis, il y a 6 zones de disponibilité, et il y a des dizaines et des dizaines de data centers pour supporter ces 6 zones de disponibilité. Alors pourquoi c'est important ? Parce que quand vous déployez une virtual machine, par exemple, ou quand vous créez une base de données, ben vous devez spécifiquement choisir dans quelle zone de disponibilité vous allez la mettre. Et résister à l'envie simple de dire, ben, je vais tout démarrer dans la zone de disponibilité A, parce que c'est la première, et voilà. Parce que, voilà, nous, nos zones de disponibilité, elles sont architecturées de telle façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact, qu'elles ne soient pas soumises au même risque. Par risque, j'entends une panne de courant, une panne de réseau, un tremblement de terre, une inondation, un avion qui tombe sur un data center. Donc oui, on peut perdre une zone de disponibilité. On est très clair là-dessus. On ne contrôle pas ce qui se passe si un avion tombe sur un data center. Donc quelqu'un qui vous garantit 100% de disponibilité, c'est pas possible. Il y a des événements auxquels on n'a pas la main. Un tremblement de terre est un autre exemple. Mais nos zones de disponibilité sont conçues de telle manière à ce que 2 zones de disponibilité dans une même région ne peuvent pas être affectées par le même risque au même moment. Donc s'il y a un tremblement de terre, une peut être affectée, mais pas les autres, parce qu'elles sont sur des endroits différents des failles sismiques dans cette région-là. Donc les zones de disponibilité, ce sont plusieurs data centers qui, eux, sont peut-être proches l'un de l'autre, mais d'une zone de disponibilité à l'autre, ils sont relativement loin de l'autre, loin pour ne pas être soumis au même risque, mais suffisamment proche pour avoir une très faible latence et pour pouvoir, grâce au réseau privé qui est entre ces zones de disponibilité, faire de la réplication synchrone de données. On est quasiment comme sur un LAN entre des zones de disponibilité. On parle de 1, 2, 3 millisecondes de latence entre les zones de disponibilité. Et donc, vous pouvez prendre avantage de ces zones de disponibilité en dupliquant votre infrastructure. C'est-à-dire, voilà, si je mets toutes mes machines virtuelles dans une zone et qu'elles meurent, vos machines ne seront pas là si jamais il y a un problème. Si vous mettez vos machines sur 2 zones de disponibilité, bien, vous augmentez d'un facteur au carré de, si vous regardez la formule, la disponibilité totale, c'est 1 moins 1 moins le risque de perdre une zone de disponibilité au carré. Et donc, si vous avez un composant, disons, à 99% de taux de disponibilité, si vous en mettez 2 en parallèle
et que chacun a 99% de uptime, de disponibilité, ben, l'ensemble des deux sera à 99,99. Donc vous passez d'un downtime maximum de 3 jours par an à 52 minutes par an. Donc le gain augmente rapidement quand vous rajoutez des composants ainsi. Et donc un client qui déploie une architecture web super standard avec un load balancer, et puis 3 web serveurs dans 3 zones de disponibilité différentes. Pourquoi? À cause de tout ce que je viens d'expliquer. Et puis une base de données qui, elle aussi, a un standby dans une autre zone de disponibilité. On a le load balancer qui répartit la charge, les instances qui vont sur la DB maître. Si jamais une zone de disponibilité tombe, que se passe-t-il? Le load balancer va détecter ça. Il va arrêter d'envoyer des requêtes à cette instance-là. La base de données va détecter ça aussi. La base de données va celle qui était en stand-by va redevenir la master, et le load balancer va continuer de servir des requêtes des clients. Alors, peut-être que vos machines ne tiendront pas la charge, puisque vous avez 2 machines qui doivent tenir 100% de votre charge, là où avant, 50% de votre charge chacune, là où avant, elles devaient tenir 30%. Donc, il y a une responsabilité dans le sizing des machines aussi pour tenir ces cas de figure-là. Mais au moins, l'application reste disponible. Donc, le truc de base que vous pouvez faire quand vous déployez dans le cloud, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, déployer sur plusieurs zones de disponibilité. La plupart des services managés chez AWS connaissent ce concept de zone de disponibilité. Par exemple, si vous utilisez S3, Amazon S3 pour stocker des fichiers, vous ne devez pas lui dire dans quelle availability zone. S3 réplique automatiquement sur 3 availability zones. Donc un bucket est toujours répliqué. Vous n'avez rien à faire. Un load balancer, même chose, remarquez sur mon dessin, là le load balancer, il est au niveau de la région entre les zones de disponibilité. Donc il connaît les zones de disponibilité automatiquement, vous n'avez rien à faire. Donc au plus vous utilisez des services à haute valeur ajoutée, des services managés, au moins vous avez à vous soucier de ce placement dans des data centers spécifiques ou dans des zones de disponibilité. Un autre service spécifique à AWS, et puis après c'est promis j'arrête jusqu'à la fin j'y reviendrai avec des choses spécifiques à AWS, c'est l'autoscaling. Et là aussi je suppose que ça existe dans les autres clouds. L'autoscaling, c'est ce service qui permet de créer des instances de machines virtuelles automatiquement si votre charge augmente, et puis surtout de les arrêter aussi si votre charge diminue. Donc idéal pour les applications qui peuvent scaler horizontalement. Pas pour les bases de données évidemment, parce qu'il suffit pas de rajouter des instances de bases de données pour scaler une base de données, mais pour des serveurs web ça fonctionne très bien. Autoscaling est un très vieux service AWS, il est là depuis quasiment le début, depuis 14 ans qu'il y a AWS. Mais ce qu'on oublie dans Autoscaling, c'est que non seulement il a la capacité de donner l'élasticité au cloud, donc d'augmenter votre footprint dans une région ou de diminuer en fonction de la charge de trafic que vous avez pendant la journée, mais si vous lui donnez un nombre minimum d'instances de machines virtuelles à garder, il va automatiquement les remplacer si ces machines viennent à disparaître. Et donc, si dans un autoscaling group, vous dites la taille minimum de mon groupe, c'est 2, et qu'une machine vient à mourir, Autoscaling automatiquement va remplacer cette machine et la réenregistrer, la nouvelle, auprès du load balancer. Donc Autoscaling, c'est un peu le cluster du pauvre. Ça va remplacer vos instances automatiquement. Attention, de nouveau, uniquement pour les applications qui sont stateless. Des web servers, par exemple, ne faites pas ça avec vos bases de données. Bien. Premier design pattern, la disponibilité géographique, prendre avantage de cette infrastructure cloud en zone de disponibilité, en groupe de data centers au sein d'une région. Si votre fournisseur cloud n'a pas plusieurs data centers dans une région, vous avez un problème. Posez-lui la question pourquoi ils n'ont pas plusieurs data centers dans une région. Maintenant, si on vient sur des choses complètement agnostiques cloud et que vous pouvez appliquer en interne, on-premises ou dans le cloud, un autre design pattern, c'est découpler les applications. On a beaucoup trop d'applications, et surtout quand on parle microservices, où on garde des dépendances fortes, synchrones entre applications. J'ai mon application server qui fait un appel SQL à une base de données, qui attend que la base de données réponde, et puis qui continue. Quand vous avez des fortes dépendances comme ça, il suffit qu'un système tombe, et toute la chaîne tombe automatiquement, parce que le web server ne peut plus parler à l'app server ne peut plus parler à la base de données. Donc la solution traditionnelle est de découpler, donc plutôt que le process A attende la réponse du process B, le process A envoie un message,
au process B, fais-moi ceci, il continue de faire sa vie de son côté, et puis est notifié quand le résultat sera disponible, et ira chercher le résultat auprès du process B quand il sera disponible. Votre ami pour faire ça, c'est les files d'attente, hein, typiquement. Imaginez que vous ayez une API qui est un processing assez long. Vous pouvez séparer la couche API de la couche de worker. Quand un client appelle votre API pour dire fais quelque chose, au lieu de le faire immédiatement, l'API, elle poste un message dans une file d'attente. Et elle répond directement au client en disant voilà, ça a été posté, c'est le job 1. On te notifiera plus tard quand le job 1 est fini. Les workers, eux, quand ils sont disponibles, ils prennent le message de la queue, ils font le job 1, ils mettent le résultat quelque part dans un cache, dans une base de données, et puis ils utilisent un service de notification, SNS chez nous par exemple, pour notifier le client. On peut imaginer que le client fasse du polling également, c'est de l'ordre du possible. L'avantage de ce design pattern-là, c'est que vous pouvez scaler vos couches indépendamment. Si les workers, s'il y a plus de travail, vous pouvez avoir plus de workers sans nécessairement augmenter l'API, donc un meilleur contrôle des coûts également. Et inversement, vous pouvez scaler l'API sans nécessairement scaler les workers. Donc la partie notification, soit du push, soit du pull, pour notifier le résultat, et puis l'application cliente va réappeler l'API pour aller chercher le résultat. C'est un peu plus compliqué à programmer, c'est un peu plus d'infrastructure à gérer, mais au moins, si jamais les workers tombent, imaginez qu'il n'y ait plus de workers, les clients peuvent continuer à soumettre des jobs à l'API, et les jobs vont s'empiler dans la queue et rester en attente dans la queue le temps que les workers reviennent. Ce genre d'architecture vous permet également d'appliquer des qualités de service différentes. Imaginez que vous n'avez pas une seule queue, mais deux queues. Vous pourriez imaginer une queue low priority pour vos clients gratuits et une queue high priority pour les clients payants, et que les workers aillent par préférence d'abord chercher les jobs sur high priority, et puis s'il n'y a rien sur high priority, alors aller chercher sur low priority. Non, ça c'est pas un bon algorithme, parce que si vous faites ça, il risque de ne jamais aller chercher sur low priority. Donc, je sais pas, aller chercher 10 messages sur high priority, et puis un sur low priority, puis 10 messages high priority. Sur AWS, vous avez besoin de 2 queues pour faire ça. En fonction du système de queuing que vous utilisez, il y a peut-être moyen de mettre des qualités de service sur les messages également, et n'utiliser qu'une seule queue pour faire ça. Voilà un design pattern. Deuxième design pattern dont je voudrais parler avec vous, ce sont vos bases de données. Le point noir dans une architecture, ce sont les bases de données. Moi, j'aimerais bien faire des applis où il n'y a pas de données, oui, mais ça serait moins utile, évidemment, mais où il n'y a pas de base de données, parce que scaler, gérer, backuper des bases de données, c'est toujours un enfer. Donc, typiquement, ce que font nos clients, c'est d'avoir plusieurs instances de bases de données. Si on a des problèmes de charge sur sa base de données, la première chose à faire, d'abord, c'est le scaling vertical. Hein, c'est mettre on jette plus de matériel dans l'arène, plus de CPU, plus d'IO, plus de mémoire, etc. Mais cette approche, elle a une limite. À un moment où on aura la base de données maximum en taille qu'on puisse avoir. Et donc, comment est-ce qu'on peut répartir la charge différemment? Première approche, les réplicas. Vous êtes probablement familier avec ça, avec MySQL, avec Postgres, c'est extrêmement facile de faire des read réplicas, donc des copies asynchrone de la base de données, asynchrone parce qu'en général il y a un petit lag entre le moment où on écrit et le moment où la donnée est disponible dans le réplica, et des instances dédiées à la lecture. Et donc vos instances, suivant que ce soit un select, le select peut s'exécuter sur n'importe lequel des réplicas. Si c'est un insert, un update, un delete, là il va sur le master pour écrire dans le master, de manière à avoir de la consistance quand même sur votre schéma de données. En plus, il n'y a pas de logique en général à faire au niveau d'autres applications. Les drivers JDBC, ODBC et autres modernes, vous leur donnez la liste de vos adresses IP ou de vos noms de DNS en disant voilà, ça c'est mon master, ça c'est mes read réplica, et c'est le driver lui-même qui va faire le load balancing entre le master et le réplica. Donc ça, c'est un moyen d'augmenter la disponibilité de votre base de données, parce que si un réplica meurt, c'est pas grave, il y en a encore d'autres. Si le master meurt, ok, vous pouvez plus écrire, mais au moins l'application reste disponible en read-only, vous pouvez continuer de lire. Donc, moyennant une bonne gestion des erreurs dans l'application, il y a quand même moyen de s'en sortir. Parfois, ça suffit pas. Et on voit certains de nos clients qui font de la fédération de bases de données, donc utiliser plusieurs bases de données, une base de données pour les produits, une base de données pour les utilisateurs, qui elles-mêmes ont leur réplica. Si vous travaillez à très grande échelle, souvent c'est la solution également. Ça complexifie votre application, hein, parce que vous pouvez plus faire un select from where avec un join entre les deux tables, puisqu'on parle de deux bases de données différentes. Donc il faut remettre un peu de logique de merge au niveau de l'application. Et puis si ça suffit pas non plus, on peut faire du sharding. Donc
imaginez ma table user ici, dans ce cas-là, elle est tellement grande, j'ai la chance d'avoir des millions et des millions et des millions d'users, je suis, je sais pas moi, WhatsApp, vous n'allez pas mettre des milliards d'utilisateurs dans votre instance MySQL. Et donc, typiquement, vous pouvez faire du sharding. Vous avez 3 systèmes de base de données ou N systèmes de base de données et vous allez choisir une clé d'échange pour mettre une partie des users dans la base de données A, une autre partie dans la B, une autre partie dans la C. Imaginez, vous calculez un hash typiquement, c'est comme ça que ça va marcher. On pourrait imaginer des exemples beaucoup plus simples, bien que moins efficaces. Si on n'a que 2 bases de données, tous les utilisateurs qui sont nés un mois pair vont dans la base de données A et un mois impair dans la base de données B. Condition que vous ayez une répartition normale sur les dates de naissance de vos utilisateurs, bien vous aurez vos bases de données qui sont relativement bien balancées. Là aussi, ça demande un peu de travail au niveau applicatif parce qu'il faut que quelqu'un fasse le sharding. Alors il y a des produits qui permettent de faire ça, qui gèrent, qui sont comme une espèce de proxy devant les bases de données, mais sinon c'est du code applicatif que vous devez écrire. Donc 3 moyens de scaler vos bases de données. 4, on va dire, vertical, on met plus de mémoire, plus de CPU, read replica, fédération de bases de données ou sharding. C'est une de mes questions préférées dans les interviews techniques quand j'ai des interviews à faire passer. Quels sont les moyens que vous avez pour scaler des bases de données? Évidemment, ici, on parle de bases de données relationnelles. Tout ça, ça s'applique pas ou différemment aux bases de données NoSQL. Autre design pattern que je voudrais regarder avec vous, ce sont les timeouts. Petite question, c'est une question rhétorique, ne répondez pas nécessairement dans le chat, mais quand avez-vous regardé quelle est la configuration de vos timeouts sur vos différents back-ends? Quand est-ce que vous avez fait ça pour la dernière fois? Oups, jamais, attention. Imaginez que vous avez une application cliente qui parle à un app server, une API, qui parle à une base de données relationnelle avec un bon vieux driver JDBC, et donc un connection pool, tout un ensemble de connexions TCP qui sont ouvertes, qui se partagent les requêtes SQL qui vont vers la base de données. Imaginez que cette base de données vient à ralentir pour une raison ou une autre, je sais pas, un problème disque par exemple. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que vous avez déjà testé ce cas de figure? Parce que ce qui va se passer, c'est que ça dépend des timeouts. Et typiquement, vous avez un timeout au niveau de l'app server sur la gestion du connection pool, et puis vous avez un timeout côté client aussi qui va dire si le serveur ne me répond pas après un certain temps, on va montrer une erreur par exemple à l'utilisateur. Souvent, les timeouts côté app server sont infinis. Pourquoi? Parce que la configuration par défaut de beaucoup de systèmes font que la valeur c'est 0 et 0 veut dire infini ou moins 1 et ça veut dire infini. Et donc que se passe-t-il dans ce cas-là? Mon application fait une première requête sur l'application server. L'application server prend une connexion dans le connection pool et fait sa requête à la base de données, mais la base de données ne répond pas et donc éventuellement là ça répond pas. J'ai mis undefined ou infinite timeout côté app server, mais un timeout client de 10 secondes. Donc après 10 secondes, le client, qu'est-ce qu'il va dire? Ça n'a pas marché, je montre une erreur. Évidemment, votre client est bien conçu, donc il va faire un retry. Il fait un retry, donc une deuxième connexion part vers la base de données, une connexion qui répond pas, il n'y a pas de timeout. Donc après 10 secondes, le client il va faire un retry et ainsi de suite. Et très rapidement, votre client ou l'ensemble de vos clients va épuiser l'ensemble des connexions qui sont disponibles dans votre pool de connexions et plus personne ne pourra se connecter à la base de données. Peut-être même que l'app server va crasher complètement. Donc, regardez vos timeouts. Tous les systèmes que je connaisse ont un moyen de régler les timeouts. Ici, c'est un exemple de la doc .NET. Il y a toujours quelque part un flag que vous pouvez mettre, une ligne de commande à rajouter pour avoir un timeout. Attention, MySQL, par exemple, valeur par défaut 0, signification de 0, ça veut dire no timeout. Il y a beaucoup de systèmes qui sont comme ça. Il n'y a pas que MySQL. Vous pouvez mettre des timeouts dans votre code exactement aussi. Si vous utilisez Python, il y a plein de librairies pour faire ça, avec des décorateurs. Vous définissez comme ça, vous ne devez même pas changer votre code. Vous mettez juste un décorateur au niveau de la fonction. Donc sérieusement, mettez des timeouts, faites-le, regardez quelles sont les valeurs de timeout et pensez à avoir une espèce d'entonnoir de timeout aussi, que les timeouts les plus petits soient au plus à droite dans mon schéma d'architecture, que la base de données fasse un timeout avant le client.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prévoir, pour éviter ce cas de figure? Imaginons qu'on mette un timeout, même peut-être une petite erreur sur la slide, peut-être un peu plus petit côté base de données, que le timeout à 9 secondes, par exemple, côté base de données. Le client a son timeout à 10, donc le client va recevoir une erreur venant de la base de données, et le client est bien programmé, donc il va faire un retry. Mais au lieu de faire ces retries d'un coup, on va faire des retry avec ce qu'on appelle un back-off en anglais, donc un back-off exponentiel. Donc on ne va pas réessayer immédiatement, on va d'abord attendre 2 secondes pour le premier retry, et puis on va prendre 4 secondes pour le deuxième retry, puis 8 secondes, etc., et puis 16, et puis 32, et ainsi de suite. Parce que qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, d'abord, on va éviter que tous les clients qui sont connectés en même temps réessayent tous en même temps. On va répartir la charge dans le temps. Et puis, le fait de donner du temps à notre API pour se soigner, ça veut dire qu'au fur et à mesure, les connexions TCP vont être réalisées, elles vont redevenir disponibles. Et donc, à partir de mon retry, au-delà du timeout de la base de données, sur mon retry à 16 secondes, et bien celui-là, il va fonctionner parce qu'il y aura de nouveau des connexions TCP qui seront disponibles dans mon pool au fur et à mesure que l'app server release les connexions. Il y a quand même un problème avec ça, c'est que si tous vos clients font du back-off exponentiel de cette façon, ben ils vont tous essayer à 0, ils vont tous essayer à 2 secondes, ils vont tous essayer à 4 secondes, ils vont tous essayer à 8 secondes. Et donc, si vous regardez le graphe de gauche ici, vous avez en ordonnée le temps et le nombre d'appels en abscisse. Vous voyez que tous mes appels sont groupés. Alors, dans mon exemple en secondes, c'est évidemment pas des vraies valeurs, hein. Vous allez travailler en millisecondes probablement. Et là, vous voyez que mon retry exponentiel, il fonctionne très bien. Je sais pas si vous voyez le curseur. Ouais, je pense que vous voyez le curseur. Il y a un retry là, il y a un deuxième là. Et puis, il commence à s'espacer un peu. Il y en a un vers les 300 millisecondes, un vers les 500 millisecondes, le suivant vers les 800 millisecondes. Et donc, ça, c'est mon exponential retry à l'œuvre. Le problème, c'est que tous ces appels restent groupés à ce moment-là. A priori, votre app server, votre base de données, elle est déjà dans une situation difficile et vous allez remettre de la pression dessus avec tous les clients qui réessayent en même temps. Donc, ce que nous faisons chez Amazon.com, c'est de mettre du jitter dans nos retries. Donc, on met un soupçon d'aléatoire dedans. Donc, plutôt que de faire un retry exponentiel à 2, 4, 8, 16, on fait 2 plus un peu de temps aléatoire, 4 plus un peu de temps aléatoire, de manière à ce que vous voyez sur l'autre graphe à droite, où les calls sont répartis plus dans le temps et on n'a pas ces pics artificiels créés par votre algorithme de retry. Alors, jitter, c'est un nom compliqué, mais c'est très simple, hein. Ça, c'est un algorithme simple de retry. C'est un exemple en Python. D'abord, vous bornez votre nombre de retry, 12. On fait un get quelque chose, et puis s'il y a une exception, où est-ce qu'on en est dans nos retries? Ben, si on a dépassé le nombre maximum, ben, on arrête ou on lève une erreur. Sinon, on augmente notre compteur de 1. On attend un peu. Alors, 2 exposant n, ça c'est mon exponential backoff. Et puis, entre 0 et 1 seconde de jitter. Et puis, on se réappelle récursivement en repassant URL et en passant N, évidemment. Et puis, si tout va bien, ben, on retourne simplement le résultat. Donc, voilà un exemple très simple d'algorithme pour implémenter du retry avec du back-off exponentiel et un peu de soupçon d'aléatoire, du jitter. Vous voyez ça aussi, le nombre d'appels, le nombre de clients et le nombre d'appels en abscisse. Quand il n'y a pas d'algorithme de back-off, ben ça monte très très vite. Quand il y a un back-off exponentiel, ça monte toujours de façon quasiment exponentielle, un peu plus vite. Et quand il y a du jitter, on est sur les courbes ici tout en dessous. Évidemment, pour ça, il faut que vos opérations soient idempotentes. C'est-à-dire que si vous tentez 2 opérations sur la base de données, ben, il n'y en a qu'une des 2 qui fonctionne. Alors, très facile à dire comme ça dans une conférence, dans un meet-up. Beaucoup plus difficile à implémenter, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais je vous donnerai un lien vers une ressource que vous pouvez utiliser pour implémenter des API idempotent sur vos backends. Un autre design pattern qui est très populaire aussi, c'est le circuit breaker. C'est-à-dire, plutôt que parler à la ressource directement, vous parlez à un proxy. Et ce proxy va monitorer l'état de santé de la ressource.
et ce proxy va couper le circuit littéralement. Il va pas appeler la ressource et la ressource ne va pas bien, de manière à pas augmenter la charge sur cette ressource-là. Donc c'est l'analogie d'un coupe-circuit électrique. Une vieille librairie qui permet de faire ça, c'est Istrix, librairie open source de Netflix qui est sur GitHub. Je dis vieille parce qu'elle est plus maintenue, mais ça a été la fondation des librairies dans ce domaine-là. Il y a plein d'autres librairies qui existent aujourd'hui, essentiellement dans le monde Java. Je ne sais pas pourquoi dans les autres langages c'est moins courant, mais typiquement en Java, vous pourriez imaginer quelque chose comme ça avec Istrix. Vous avez une fonctionnalité dans une classe pour lire une liste en provenance d'une URL, imaginons un microservice, et vous mettez juste une annotation au-dessus qui dit voilà, fallback method, c'est ça. Donc en cas de fallback, si jamais le service ne répond pas, j'appelle plutôt cette méthode-là, et cette méthode-là, vous voyez dans cet exemple-ci, elle retourne une valeur hard-codée plutôt que retourner le résultat de l'appel. Donc ça, c'était un exemple en Spring. Je reviendrai sur les valeurs hard-codées parce que c'est également un design pattern qui est assez intéressant. Ça va, je vais pas trop vite, pas de questions. Je vois que le chat est calme, les questions aussi. On n'a pas perdu trop de participants, donc a priori, vous écoutez toujours. N'hésitez pas à vous poser des questions. Hop, questions, answers, général. Il est où le chat? Il est là. Bien. Autre design pattern, le health checks. Le health check, c'est souvent quelque chose que vous faites dans vos load balancers, par exemple. Le load balancer va faire un check de santé des systèmes qui sont derrière lui pour n'envoyer des connexions que sur les systèmes qui sont en bonne santé. Ça ne sert à rien d'envoyer une connexion si vous savez que le système n'est pas en bonne santé. Et donc, en tout cas sur AWS, quand vous créez un load balancer, on va demander quelle est l'URL à appeler pour faire le health check. Et souvent, c'est votre URL /health check ou quelque chose comme ça. Et tant que votre application répond HTTP 200, ben, c'est que tout va bien. Si jamais elle répond autre chose ou qu'elle ne répond pas, qu'il y a un timeout, le load balancer sait que cette instance-là ne fonctionne pas et éventuellement, via d'autres mécanismes, l'instance pourrait se faire éjecter du load balancer et être remplacée par une instance fraîche. Et donc, si vous avez une application, le load balancer demande au host derrière qui répond oui ou non. Comment est-ce que vous allez faire cette réponse oui ou non? Vous pouvez hardcoder, répondre oui par exemple. Ça, c'est un shallow health check, donc un health check peu en profondeur, où vous partez de l'hypothèse que si le CPU fonctionne, si le réseau fonctionne, si vous recevez l'événement et que vous êtes capable de répondre, ben c'est que c'est bon. Mais votre application, elle peut avoir plein de dépendances sur des bases de données, des serveurs, d'autres clusters, etc. Et donc, une autre approche, c'est de faire un deep health check. C'est-à-dire que quand on vous demande si vous êtes healthy, votre instance va aller demander à tout le monde, si tout le monde est healthy, il va faire un health check en cascade, et si tout le monde répond oui, alors seulement vous allez répondre oui. Les deux approches se valent, ça dépend ce que vous voulez tester, ça dépend ce que vous voulez faire. Attention aux ressources que vous allez consommer en faisant ça. Quelle est la fréquence de vos health checks? J'ai fait ça il y a très longtemps, c'était au siècle passé, dans une banque avec un mainframe. Donc, c'était à l'époque, on était sur des app serveurs Java, WebSphere, si vous vous rappelez. Et on avait un health check entre le load balancer et WebSphere. Mais WebSphere avait des dépendances sur d'autres systèmes. Alors, il y avait de l'Oracle, des bases de données, mais il y avait aussi un mainframe, puisque c'était une application bancaire, une application comme celle que vous pouvez utiliser pour passer des virements et consulter le solde de votre compte. Et donc, dans notre health check, on postait un message sur MQ, on allait demander au mainframe comment il allait. Les développeurs COBOL nous avaient développé un health check en COBOL, en RPG, je ne sais plus. Ils nous répondaient par MQ et ça permettait de tester l'ensemble de la chaîne, même avec des mainframes. Attention au health check, cependant. Si vous avez des problèmes de ressources, si vous êtes sous pression, n'allez pas rajouter de la ressource avec les health checks. Donc, en cas de crise, il vaut mieux faire des health checks peu profonds plutôt que des deep health checks. Attention avec le logging des health checks, vous pouvez aussi générer beaucoup de logs. Attention au cache. Est-ce que vous testez vraiment la ressource ou est-ce que vous testez un cache? Ce que vous pouvez faire, un autre design pattern que vous pouvez implémenter pour augmenter la résilience de vos applications, c'est décider de rejeter la charge excédentaire. Dans un système, vous savez toujours que en fonction du nombre de transactions par seconde que vous avez, la latence va augmenter. C'est-à-dire que vous êtes capable d'absorber, 100 transactions par seconde dans des temps raisonnables. Et au-delà de 100 transactions par seconde, la latence, vos transactions vont prendre de plus en plus de temps à s'exécuter.
Et donc, si vous savez que vous êtes capable d'absorber ce niveau de transaction, pourquoi ne pas imaginer de rejeter, c'est-à-dire de répondre avec un code d'erreur proactivement, sans même essayer de traiter la demande, quand vous approchez à vos limites ou quand vous dépassez vos limites. Vos limites, c'est souvent le timeout du client. Donc vous dites, voilà, mais si j'ai moins de 90 transactions secondes, je les traite. Si j'ai plus de 90 transactions par seconde, je ne les traite pas, je les rejette immédiatement, je renvoie un HTTP 500. Alors il faut avoir du courage, j'allais dire un autre mot, il faut avoir du courage pour faire ça. Souvent, vous allez devoir vous battre avec marketing, parce que marketing va vous dire quoi? Vous allez rejeter certains de nos clients alors que le système n'est pas down. Oui, exactement, mais c'est pour éviter qu'il devienne down pour tous les autres clients. Qu'est-ce qui vaut mieux? Que personne ne puisse accéder au système ou que les 100 premiers puissent accéder au système avant de générer des pannes? Voilà. Je parlais avec Pascal Martin qui travaille à Lyon chez Bedrock. Bedrock, c'est la société qui fait la plateforme télé de M6 Play qui permet de faire des replays d'M6 et Salto également. C'est la même plateforme qui est utilisée pour ça. Qui me dit qu'il, dans un contexte professionnel différent de ce que je viens de citer, il avait déjà essayé de proposer ça au marketing. Le marketing a toujours dit non, on veut pas. Tant pis, on préfère que vous plantiez pour tout le monde plutôt que de proactivement aller rejeter des requêtes qui sont potentiellement valables. Si vous faites ça, quelques considérations. D'abord, ne soyez pas trop optimistique et prendre plus de travail que ce que vous ne pouvez vraiment faire, parce que sinon, vous allez mettre tout le système down. Donc, il faut mieux commencer à rejeter un peu trop tôt, tant pis pour ceux qui sont rejetés, plutôt que trop tard. L'autre challenge, c'est de trouver la bonne métrique opérationnelle pour dire je jette ou je jette pas. Et là, ça dépend vraiment de votre application, ça peut dépendre des dépendances de votre application. Il faut un bon système de monitoring, votre appli doit être au courant en temps réel des systèmes downstream, comment ils se comportent pour prendre ces décisions. Plutôt que rejeter avec une erreur, comme je les ai dit, renvoyez plutôt sur du cache ou sur du contenu statique. Je vais y revenir dans une seconde, mais retourner un HTTP 500, c'est pas très utile. Retourner un contenu statique qui a été pré-généré, par exemple, c'est peut-être une bonne alternative pour ces requêtes-là. J'y reviens dans un moment. Attention aux health checks eux-mêmes, parce que si vous commencez à rejeter des requêtes, ne rejetez pas les requêtes de health check. Je vous laisse réfléchir. Si vous rejetez les requêtes de health check, votre load balancer va croire que votre instance ne fonctionne plus, il va virer l'instance. Donc, ne rejetez que les requêtes qui sont au-delà du seuil que vous avez fixé et qui ne sont pas des requêtes de health check. Cette idée de générer du contenu statique, prenez la page d'accueil de Netflix, vous avez votre liste en haut, les originals, les trending. Évidemment, quand tout va bien, tout ça c'est calculé dynamiquement pour vous, pour votre profil. Ce sont des résultats d'appels d'API. Si vous prenez la page Amazon.fr, par exemple, de shopping, il y a des centaines d'appels de microservices pour composer cette page-là. Si un service ne répond pas ou qu'il a jeté votre requête justement à cause du load shedding qu'on expliquait juste avant, eh bien, il y a deux solutions. Soit de vous donner du contenu pré-mâché. On pourrait imaginer que le Netflix original, là, ça soit la même liste pour tout le monde. C'est une image qui a été générée une fois pour toutes et c'est la même pour tout le monde. Plutôt que d'avoir du contenu customisé pour moi, cette fois-là, j'aurai du contenu tout à fait générique. Mais au moins, moi, utilisateur, je verrai toujours quelque chose. Donc, pensez, s'il est possible, de générer du contenu à l'avance. Je sais pas, moi, les bulletins météo, d'utiliser du cache ou d'utiliser, voire maximum, du contenu qui est hardcodé. Si vous ne le faites pas, vous risquez de donner à votre utilisateur une page comme ça. Et de nouveau, enfin, j'ai rien contre Reddit, j'adore Reddit, mais ça leur était arrivé il y a quelques temps, où la GUI fonctionnait bien, mais on voit que les microservices ne répondent pas et donc plutôt que fournir du contenu statique ou caché à l'utilisateur, là, il retournait rien et donc l'utilisateur ne voyait rien. Quelle est la meilleure expérience utilisateur? Ça, en statique non personnalisé, ou ça, mon choix est rapidement fait. Bien, on avance. Un de mes préférés, c'est le sharding. Le sharding, c'est un vieux concept, le sharding. C'est créer des compartiments pour isoler les risques d'erreur. Si vous avez une flotte de 20 application servers, essayez d'isoler ces application servers en cellules, de manière à ce que si une cellule tombe, au moins vous gardez les autres cellules. Alors je vais expliquer comment ça marche et comment on peut faire ça. De nouveau, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez Amazon Retail ou dans la conception même des services AWS. Imaginez que vous ayez une application stateless où les utilisateurs peuvent être répartis sur 6 application servers.
Et ces 6 application servers, je vais appeler 6 cellules pour le moment. Dans un monde standard, sans sharding, vous avez un load balancer devant qui peut assigner un utilisateur à n'importe laquelle de ces cellules-là. Dans un monde avec du sharding, vous allez assigner des clients à une cellule particulière. Sur base de quoi? Ça peut être sur base de l'URL qu'il utilise, sur base du client ID, sur base du temps, sur base des noms de DNS. Donc, il faut un truc qui reçoive la requête et qui route la requête et qui assigne telle requête de tel client sur tel groupe de cellules. 2 moyens simples de faire ça, c'est DNS. Quand le client se log, il reçoit DNS pour son API, celle 1 ou celle 2 ou celle 3. Comme ça, le client ne va que sur une celle. Autre moyen assez simple, en tout cas sur nos load balancers, on a le concept de target group et on peut assigner un target group sur base des paramètres dans l'URL. Donc, on pourrait imaginer qu'après que le client soit authentifié, il reçoit dans son URL, dans sa query string, une valeur, un hash qui dit à quelle cellule il va être assigné. Le load balancer enverra en fonction du hash qui est dans l'URL à une cellule. Voilà, ça c'est 2 moyens. Il y a d'autres moyens. Netflix utilise des proxys pour faire ça entre le load balancer et les flottes d'app serveurs. Mais donc l'idée, c'est d'assigner mes clients à des cellules. Et donc là, j'ai mes clients, vous voyez les petites formes là, qui sont tous assignés à des cellules. Si jamais un client essaye de vous tuer, volontairement ou non, ça peut être un DDoS par exemple d'un client, c'est aussi un moyen de se protéger contre les DDoS. Ce client essaye de vous tuer intentionnellement, ou non, simplement il fait une requête avec des données un peu bizarres que vous n'aviez jamais testées, et ce jeu de données-là fait exploser votre app server. C'est ce qu'on appelle une poison pill, une pilule de poison. Eh bien, votre cell 1, elle va mourir. Et donc, les 3 clients qui ont été assignés à cette cell 1, le petit chapeau, le petit oiseau et le trèfle, ne pourront plus utiliser la cell 1, mais parce que vous avez de la redondance dans vos cellules, les clients peuvent toujours utiliser la cell 2, et donc les clients ne sont pas encore impactés. En tout cas, pas dans un premier temps, parce que quand votre client va refaire sa requête, il va toucher la cell 2, il va tuer la cell 2. Mais remarquez, là, il n'y a que 3 clients qui sont impactés et pas l'ensemble de vos clients, parce que les autres clients, ils sont assignés à d'autres cellules. Et donc, ce que vous limitez là, c'est ce qu'on appelle l'effet de souffle, le blast radius. Qui est, quand il y a une panne, combien de clients vont être impactés par cette panne? Et en faisant du shuffle sharding, du sharding comme cela, eh bien, vous limitez le blast radius. Seul un petit nombre de clients sera impacté par la panne et pas l'ensemble de vos clients. Alors, c'est pas encore parfait, parce qu'ici, le pauvre petit oiseau et le petit trèfle, là, ils avaient rien demandé, ils ont rien à voir avec le fou du roi, et ils sont quand même impactés par la panne. Donc, comment est-ce qu'on peut faire encore mieux? Alors, pour faire mieux, on peut faire du shuffle sharding. Et donc, plutôt que d'assigner des clients à une cellule plutôt hard-codée, on peut répartir aléatoirement les clients sur nos cellules. Et remarquez ici que mon fou du roi, là, il est sur la cellule 1 et il est sur la cellule 5. Et ses voisins de cellules, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas une prison, mais ses voisins de cellules sont pas les mêmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là? Mon fou du roi, il envoie sa requête empoisonnée, volontairement ou non, qui tue la cellule 1. Du coup, mon lapin, mon grain de maïs, mon épi de maïs sont impactés, mais eux, ils sont aussi servis par la cellule 2 et par la cellule 4, et donc ils peuvent continuer de fonctionner. Mon fou du roi, il va réessayer, il va envoyer sa requête mortelle sur l'autre app serveur qui lui est assigné, qui lui est dans la cellule 5, il va tuer la cellule 5, mais ses voisins de cellule ne sont pas les mêmes que dans la cellule 1, et c'est le trèfle et les petites cloches qui, eux, sont toujours servis par la cellule 2 et par les cellules 6. Et donc, si vous me suivez bien avec le shuffle sharding ici, il y aura que mon client fou du roi qui sera impacté, et peut-être un peu le lapin, l'épi de maïs, le trèfle et les petites cloches qui auront peut-être un peu moins de performance que ce qu'ils attendent d'avoir, puisqu'ils n'ont plus qu'un seul app server, qu'une seule cellule pour répondre à leurs données, mais vous avez encore plus réduit l'effet de souffle, le blast radius dans ce cas-là. C'est extrêmement puissant. Pensez à la combinatoire que vous avez fait à l'école.
Si vous avez 8 nœuds avec des cellules de 2, il y a 28 combinaisons possibles et la probabilité que deux clients s'overlappent et exactement les mêmes cellules est quasiment nulle, enfin 3%. Et puis ça monte à une vitesse incroyable. Si vous avez 100 nœuds et 5 shards, la possibilité que deux clients aient la même cellule, c'est 1,8%. Que 5 clients aient la même cellule, ça n'arrivera quasiment jamais, c'est 0,000 quelque chose pour cent. Donc, shuffle sharding est un moyen extrêmement simple de limiter les conséquences du blast radius. Il y avait un petit point rouge à côté de Q&A. J'ai vu des health checks qui appelaient des health checks qui en appelaient d'autres. Est-ce qu'on a une préconisation sur la profondeur d'appel? Non, je n'ai pas de préconisation sur la profondeur d'appel. Pensez latence, il ne faut pas que le health check prenne trop de temps quand même. Pensez charge, il ne faut pas que le health check consomme des ressources qui autrement pourraient être disponibles pour répondre aux vraies questions des clients. Et pensez à quoi vous voulez vous protéger. Dans l'exemple que j'avais sur le slide, il y avait un système de mail. Peut-être que si le système de mail n'est pas disponible, ce n'est pas catastrophique, mais ça, c'est vous qui pouvez le dire. Ça dépend de votre application. Donc, il y a peut-être des morceaux de fonctionnalités que vous pouvez simplement laisser tomber si le système n'est pas disponible et continuer à fonctionner, donc continuer à retourner des checks positifs, même si une partie du système est down. Ça dépend malheureusement de vos applications. Question de Julien, j'espère avoir répondu à ta question, Guillaume. Question de Julien, comment gérer le blast radius et le shuffle sharding? Quel outil, comment mettre ça en place facilement, manager? Je vais donner un lien tout à l'heure vers une librairie d'articles de blog. Il y a aussi des liens vers des workshops qui montrent, en tout cas sur AWS, comment faire ça. Moi j'ai deux exemples en tête. Et l'idée, ça revient toujours à donner des URL différentes à des clients différents. Donc, j'ai mon client qui va s'authentifier. On peut imaginer qu'en fin de processus d'authentification, un des paramètres qu'il reçoit, ce n'est pas uniquement les tokens JWT, etc., tout ce que vous connaissez, mais également quelle est l'URL qu'il peut utiliser pour s'adresser. Et cette URL sera l'URL de son shard, de son groupe de cellules. Et ça peut se faire par du DNS simplement. Vous pourrez imaginer cell1.api.monapplication.fr. Cell2.api, Cell3 et avoir simplement une répartition par DNS. L'autre moyen que je connais sur AWS, c'est d'utiliser No Load Balancer et de mettre un tag différent dans l'URL parce que No Load Balancer sont level 7, donc ils peuvent inspecter la requête HTTP et en fonction des query strings qu'ils trouvent, aller balancer sur une cell, ce qu'on appelle un target group, donc un ensemble d'instances ou un autre exemple d'instance. Voilà, deux moyens d'implémenter le sharding sans nécessairement mettre un proxy devant. Le proxy, c'est la technique Netflix. Netflix a développé, il est en open source d'ailleurs, un proxy qui fait le shuffle sharding pour eux. Shuffle sharding, donc pensez à la magie des maths, à la magie des combinatoires. Pas de bol, je détestais les combinatoires quand on faisait des probabilités, des statistiques, c'était pas mon truc. Mais voilà, j'aime bien l'image du jeu de cartes pour illustrer également. Et donc le dernier point, needs a routine mechanism, et c'est ce que je viens de parler avec le DNS ou le load balancer ou un proxy éventuellement. Et ça marche pour tout, ça marche pour les application servers, ça marche pour des queues, ça marche pour n'importe quelle ressource de back-end. Finalement, on va parler un tout petit peu KO. Je crois que c'est le dernier avant de donner les points vers les ressources. J'avais 1h15, hein, donc je suis à peu près dans les temps. Le KO, ou les Game Day, comme on les appelle chez Amazon, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps chez Amazon. L'idée, c'est de tester son système. On pense avoir mis en place du sharding, on pense avoir mis en place des bons health checks, etc. Mais comment est-ce que j'en suis sûr? Je ne vais pas attendre d'avoir une vraie panne pour voir comment ça marche. Je vais plutôt simuler une panne sur mon système. Alors, quand je dis simuler une panne, ce n'est pas nécessairement en production, évidemment. Pour commencer, vous allez simuler des pannes sur des systèmes de test. Et c'est aussi l'avantage du cloud. Vous pouvez répliquer des infrastructures à l'infini, ou en tout cas en limite de votre budget, pour tester vos hypothèses. Et quand je dis simuler des pannes, ce n'est pas simuler nécessairement d'éteindre des virtual machines. Ça peut être simplement avoir une base de données qui répond un peu plus lentement, qui met 1 seconde pour répondre plutôt que 20 millisecondes. Comment votre application va se comporter. Donc, il y a tout un niveau de granularité dans les pannes que vous voulez tester. Il y a toute une phase de préparation. Qu'est-ce que vous voulez tester?
Comment vous allez injecter cette panne? Comment est-ce que vous allez mesurer le résultat? Donc, quelles sont les métriques que vous regardez? Est-ce que vous avez les bons dashboards? Est-ce que vous regardez aux bons endroits? Est-ce que vous capturez les bonnes métriques? Et puis, souvenez-vous de mon premier slide qui parlait des gens aussi. Peut-être comment les gens vont réagir. Est-ce que les ingénieurs système qui vont capturer les alertes vont répondre correctement à ces alertes-là? Est-ce qu'ils vont les interpréter différemment? Tout ça, ce sont des expériences différentes et vous pouvez mettre en place ces expériences pour tester tel élément, humain ou non, dans votre chaîne. Alors, cet art, parce que c'est un art, c'est une science, ça s'appelle du chaos engineering. Et Netflix a été un pionnier en la matière, Amazon.com a été un pionnier en la matière. Netflix a développé toute une série d'outils qu'on appelle les Simian Army, l'armée des singes, avec chaque singe étant capable de simuler des pannes différentes. Alors, ça peut être des pannes assez simples. Hein. Je ferme un security group, je ferme un firewall, par exemple, et donc mon API ne peut plus parler à ma base de données. Que se passe-t-il? Dans la Simian Army, il y a le Gorilla Monkey qui peut simuler une panne complète d'une availability zone. Dire, voilà, si cette zone de disponibilité disparaît, que se passe-t-il? Et Netflix a acquis un tel niveau de maturité dans leur testing de chaos engineering qu'ils font ça de façon continue. Donc non seulement ils le font en test, mais ils le font en production aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir, chez Netflix, arrêter un serveur à tout moment sans qu'il y ait d'impact pour le client, parce que ce serveur sera remplacé par un autre, repris en charge, il est dupliqué, etc. etc. Alors avant d'arriver à ce niveau de maturité-là, il y a des années, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire tuez vos serveurs en prod aujourd'hui et regardez ce qui va se passer. Non, ça se planifie, ça se prévoit, ça se mesure et c'est tout un travail en amont à faire. Mais donc c'est une discipline qui a de plus en plus d'adeptes. Vous allez trouver une charte, un manifeste sur principlesofchaos.org. Mais c'est cette idée d'expérimenter sur un système distribué pour gagner de la confiance. Et c'est ça la clé, c'est que vous avez confiance dans votre architecture, vous savez que votre architecture résiste à telle panne ou telle autre panne. Et donc ça se fait par du failure injection qui peut se faire de plein de façons différentes. De nouveau, tuer une virtual machine, c'est peut-être un peu le cas extrême. Tuer une availability zone ou une région AWS, enfin en tout cas le simuler, c'est un extrême aussi. Mais connectez-vous sur un serveur et démarrez un outil qui génère 100% de charge CPU, par exemple, ou qui consomme toute la mémoire. Vous démarrez une virtual machine Java. Non, je ne veux pas troller. Mais vous augmentez la latence, vous simulez des latences réseau, il y a des outils pour faire ça au niveau OS également, ou vous supprimez une dépendance base de données, une API, une queue qui n'est plus là ou qui répond plus, et voyez ce qui se passe. Guillaume qui nous dit qu'il a eu la chance de tester du Chaos Monkey en prod et que c'est assez fun. Effectivement, c'est très très gai à faire aussi. Je vous avais dit que j'allais revenir sur un truc spécifique à AWS. Presque tout ce que j'avais dit avant était agnostique, mais on vient d'annoncer un service qui permet de faire ça justement, qui permet de faire des expériences contrôlées dans votre environnement. Ça s'appelle Fault Injection Simulator. Ça fait 15 ans qu'on fait des services qui essayent de maximiser la disponibilité des services pour nos clients. Et là, c'est la première fois qu'on fait un service qui sert à diminuer la disponibilité, en tout cas dans les environnements que vous allez tester. Et donc, il se base sur un autre système qui s'appelle System Manager qui permet de tourner des scripts pour exécuter des actions. Ça peut être un script sur une instance, ça peut être tuer une instance, ça peut être redémarrer une instance, etc. pour tester les real world failure scénarios. Ce qui est important aussi quand on fait des tests, c'est d'avoir un gros bouton rouge urgence, bloop, où on peut appuyer et on arrête le test et on revient si jamais ça pose de problème, surtout si on fait ça en production. Et donc Fault Injection Simulator permet de faire ça également en étant couplé à des alarmes sur AWS, ça s'appelle CloudWatch qui génère des alarmes. Si l'alarme se déclenche pendant le test, le test est interrompu et le système revient à son système. De base, on a le temps pour une petite démo, ça dure 5 minutes, c'est pas très longue. Je prends pas le risque. Le système n'est pas disponible encore, c'est une preview.
Donc, c'est une démo qu'on a fait là en décembre, qu'on a enregistrée. Donc, je prends aucun risque en vous jouant la vidéo. Ici, je suis dans la console de FIS, Fault Injection Services. Et le point central, c'est l'expérience. Donc, on va créer une expérience. Alors, créer une expérience, ça se fait après beaucoup de phases de planning et de préparation, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on va tester? Quelle est la métrique qu'on veut tester? Quelles sont les alarmes qu'on attend à se déclencher? Quelles sont les réactions des sysadmins, etc. On suppose que tout ça, ça a déjà été fait quand on commence à utiliser FIS. On donne un nom à son expérience, on donne un rôle, ça c'est spécifié à AWS, c'est un rôle, donc c'est un ensemble de permissions que le service pourra avoir, hériter, pour appeler des API sur d'autres systèmes, comme arrêter une instance de machine virtuelle. Ensuite, on définit deux choses, des actions et des cibles. Des actions, ce sont des scripts qui sont gérés par un autre système qui s'appelle System Manager, dont je ne vais pas parler maintenant. Mais ici, je vais créer deux actions. Je voudrais arrêter une instance pendant 1 minute et voir ce qui va se passer. Et puis, je voudrais arrêter une instance pendant 5 minutes. Ça serait une autre action. Donc, je vais définir deux actions. Premier, stop instance, et action type, stop instance. Donc ça, c'est un runbook de System Manager. Durée de mon action, 1 minute. Target, donc quelles instances? Il m'en a créé un par défaut qui s'appelle instance target one. On peut aussi délayer, ça se dit ça, retarder l'exécution d'une instance, donc start after un certain temps. Est-ce qu'on veut redémarrer les instances à la fin, oui ou non, etc. Donc ici, j'ai une action qui est faite. On va cliquer sur Save pour enregistrer cela. Et on va cliquer sur Add Action pour rajouter une deuxième action. Donc en passant trou là, c'est juste pour dire de redémarrer l'instance après l'expérience. Ce qui est possible avec un stop, ce qui n'est pas possible avec un terminate. Donc, je vais rajouter une deuxième action. Là, comme vous avez déjà vu le truc, je vais accélérer un peu la vidéo. Donc, c'est Stop Instance 2. On va stopper une instance. Cette fois-ci, on veut la stopper pendant 5 minutes. Et on veut que ça se déclenche après l'action 1. Donc, on peut définir des ordres dans nos actions. Ensuite, il faut définir des targets. Vous voyez dans le champ target, là, il est marqué target 1, il a été créé par défaut, mais je peux l'éditer. Et donc, c'est là que je vais dire quelles instances. Et là, je peux spécifier des ressources ID, donc des instances ID, où je peux filtrer sur des tags, donc des tags comme des étiquettes qu'on attache à des ressources. Et je pourrais dire, voilà, je voudrais toutes les instances qui ont un certain tag ou 50% des instances qui ont un certain tag, comme ici dans l'exemple. Et puis, je définis quel tag. Le tag, c'est un nom et une valeur. Donc, le tag, on peut dire environnement, env, test. Donc, toutes mes instances de test qui sont taguées comme étant test, il y a 50% qui sont éligibles à mon action. Je peux faire d'autres filtres beaucoup plus avancés aussi sur des zones de disponibilité spécifiques, sur des durées. Enfin, n'importe quelle métadonnée de l'instance peut être utilisée pour filtrer les instances cibles. Donc là, on a un groupe Target 1 pour le premier test. On va faire un deuxième groupe Target 2, genre un peu plus vite, mais c'est la même idée, sauf qu'on va aller dans une autre availability zone. Donc le premier test, il est sur une availability zone. Le deuxième test, il est sur une autre availability zone. Une fois qu'on a ça, on est quasiment prêt pour exécuter notre expérience. Tout ce qui est fait là dans la console peut se faire en ligne de commande ou en API aussi. Donc, une fois qu'on a défini ces expériences, on pourrait imaginer d'avoir des chaînes de CI/CD qui déclenchent des expériences à des moments donnés dans le temps ou régulièrement, à chaque fois qu'il y a eu un déploiement. Après, on reteste, etc. Très important, le stop condition, c'est le gros bouton rouge dont je parlais avant. Donc, les alarmes sur AWS, c'est un service qui s'appelle CloudWatch Alarms qui permet de faire ça. Et ici, on suppose que l'alarme existe déjà. Et on dit, voilà, si cette alarme-là se déclenche, on arrête l'expérience. Donc, on crée l'expérience. C'est un template à ce moment-là. C'est le modèle de l'expérience qu'on veut créer. Et puis, il suffit que de faire start. Et quand on dit start, on peut donner un tag, genre qui l'a fait, quand, pourquoi, etc. Donc, d'autres métadonnées qu'on passe à notre expérience. Et puis, on fait start experiment. Comme c'est potentiellement dangereux, il y a une confirmation quand même. Il faut dire oui, je start.
Et puis, c'est parti. La première action va se déclencher. Donc, il y a une action stop qui va se faire sur une instance dans la zone de disponibilité A qui est marquée comme du test. Là, j'ai 6-7 instances qui tournent. Et après avoir rafraîchi ma console, on voit qu'effectivement, il y a une instance qui est stopping dans la zone de disponibilité A. Vous voyez ici US East 1A. Et donc, elle va rester arrêtée pendant 1 minute. Et puis après, il y a la deuxième instance qui va s'arrêter dans une autre zone de disponibilité. Voilà, là, c'est la deuxième qui est arrêtée. La A est redémarrée et la B est en train d'être arrêtée. Côté FIS, côté Fault Injection Service, on voit que l'expérience 1 est terminée et que la deuxième est en train de tourner. Souvenez-vous, la deuxième, c'était 5 minutes. Et je vais prendre la console ici pour aller déclencher l'alarme, pour simuler que l'alarme s'est déclenchée. Donc, FIS va détecter que l'alarme est en mode alarme et il va arrêter l'expérience, c'est-à-dire il va redémarrer ma virtual machine automatiquement. Si je rafraîchis ma liste de virtual machines, on voit que la virtual machine est pending, donc elle est en train d'être redémarrée. Pourquoi? Parce que ce gros bouton rouge a été appuyé. Donc, et si je rafraîchis dans ma console AWS, on voit que l'expérience a échoué. Et si on va regarder le détail des actions, on verra toujours que l'action 1 s'est bien passée et l'action 2, elle a échoué. Et au final, j'ai toutes mes instances qui tournent. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de Fault Injection Simulator qui a été préannoncé, qui n'est pas encore en preview. Ça devrait venir en 2021. Il y a des offres commerciales qui existent déjà. Hein, donc, si vous voulez utiliser, ne pas nécessairement attendre FIS. J'ai pas de nom en tête là maintenant, mais il y a des offres open source et évidemment celle de Netflix, mais il y en a d'autres qui existent aussi pour tourner ce genre d'expérience dans le cloud. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je voudrais vous donner quelques liens où vous pouvez trouver plus d'informations si vous voulez plus en détail dans ce sujet. J'espère juste vous avoir donné envie de regarder vos architectures sous un angle nouveau et de mettre en place certains de ces design patterns pour mieux résister aux pannes. Un lien très spécifique AWS, c'est un service qui s'appelle Well Architect. C'est un espèce de service d'audit qui va, à travers des questions-réponses, auditer votre infrastructure selon 5 piliers. L'excellence opérationnelle, c'est celui qui nous intéresse ici, votre capacité justement de résister aux pannes. Mais il va aussi vous poser des questions sur la sécurité, la reliability, les performances et l'optimisation des coûts. Et puis générer un rapport avec des suggestions d'actions que vous pouvez prendre. L'essentiel de ce slide deck a été conçu à partir des blogs de mon collègue qui s'appelle Adrien Hansby, qui est français, mais qui vit là-bas dans le nord, quelque part, en Finlande, je crois, qui s'est spécialisé sur la résilience et sur cette question d'excellence opérationnelle. Dans le podcast AWS en français que j'ai le plaisir d'animer, que vous trouverez sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez podcast AWS en français, vous le trouverez. Il y a un podcast avec Adrien qui explique justement quels sont les tenets en matière d'excellence opérationnelle au niveau d'une organisation, d'un groupe, d'une équipe. C'était une conversation très intéressante. Et puis, on a quelque chose qui s'appelle the Amazon Builder Library. Et l'idée du Builder Library, c'est de créer une librairie de blogs, de vidéos qui n'adresse que ça, des design patterns que nous avons appris souvent à la dure avec les plus de 20 ans d'expérience que nous avons à construire des systèmes extrêmement distribués, extrêmement scalable, extrêmement disponibles. Quand est-ce que vous avez vu Amazon.fr être down la dernière fois? Probablement jamais, parce que justement, on a appris de nos erreurs et on a mis en place les design patterns dont je vous parle là. Et donc là, vous allez retrouver des blog posts qui explique comment faire des appels idempotent à une API, comment mettre en place du shuffle sharding, pourquoi le faire, etc., etc. C'est vraiment une collection écrite par des ingénieurs
super expérimentés chez nous, donc des principal engineers ou au-dessus, et je peux vous dire, les principal engineers chez Amazon, c'est des gens qui en ont vu, qui ont de l'expérience et qui aident à résoudre des problèmes d'échelle et de disponibilité super compliqués. Donc voilà, c'est juste une librairie d'articles et de vidéos. C'est pas nécessairement spécifique à AWS, c'est vraiment un niveau architecture. Donc allez jeter un coup d'œil sur Amazon Builder Library. Puis mon message pour ce soir, souvenez-vous que tout va se planter. C'est une question de temps. Votre base de données, notre infrastructure, il y aura une panne un jour ou l'autre. Donc planifiez pour le pire et préparez-vous pour l'inattendu. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais rester en ligne. Je vais prendre vos questions s'il y a encore des questions. On peut discuter avec Julien. Voilà, en temps normal, on irait partager une bière et une pizza après, après le meet-up. Là, ça sera virtuel. Donnez-moi votre feedback. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez sur eventbox.dev, vous tapez le code là, ou vous scannez le QR code. C'est moi qui ai fait le QR code. Ayez confiance. Ça vous amène vraiment là et nulle part ailleurs. Il y a 5 questions assez simples avec des étoiles de 1 à 5. Et après avoir rentré vos questions, vous devriez recevoir un code de $25, un code de service crédit. Donc, c'est un code qui vous permet d'économiser $25 sur vos prochaines factures AWS. Malheureusement, il est uniquement disponible jusqu'à fin mars. Donc, voilà, c'est pour les dépenses que vous avez entre aujourd'hui et fin mars. J'attends mes nouveaux codes pour 2021. J'espère que ça arrivera bientôt. Voilà. Ah oui, les slides sont sur SpeakerDeck aussi. Vous allez sur speakerdeck.com/sebsto et vous pouvez télécharger un PDF avec les slides que vous avez vus, sauf celui-là.